Dans cette maison, le silence n'était pas un refuge, mais une armure fragile forgée pour survivre. Chaque cliquetis des clés dans la serrure était un glas, un signal pour me fondre dans l'ombre, pour retenir mon souffle jusqu'à ce que même les étoiles semblent détourner le regard. Pourtant, il trouvait toujours le chemin de ma chambre. Et avec lui venait le cauchemar. Avant de vous ouvrir mon cœur, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Vos mots sont une lueur dans l'obscurité de mon passé. Je suis Dorothée Dupont, 78 ans, ancrée à Source Vive en Occitanie depuis mon enfance. Aujourd'hui, par la grâce du ciel, j'habite une maison modeste mais soignée, où mes plantes fleurissent dans le jardin et mes photos ornent les murs. À me voir, vieille femme, aux cheveux blancs, aux mains marquées par le temps, nul ne pourrait deviner le secret qui pèse sur mon âme. Une vérité que j'ai enfermée pendant plus de 60 ans, prête enfin à briser ses chaînes. Mes petits-enfants me demandent toujours de leur raconter des histoires de quand j'étais petite, mais je fabrique toujours quelque chose de joli, un voyage à Toulouse, un jeu de marelle. La vérité, oh mes chers, la vérité, j'ai jamais eu le courage de la raconter à personne jusqu'à aujourd'hui. Quand la nuit tombe, que je suis seule dans cette maison, parfois je sens l'odeur de ces médicaments, je me réveille effrayée, sentant mon corps lourd, comme si j'étais encore sous l'effet de ces drogues. Je suis née en 1946, à une époque où les enfants, surtout les filles, n'avaient ni voix ni choix. Mon père, le docteur Gérard Dupont, était le médecin le plus respecté de la ville. Tout le monde le saluait dans la rue, soulevait son chapeau quand il passait. Tout le monde pensait qu'il était un homme exemplaire, un saint pour être si bon avec ses patients, soignant les pauvres au milieu de la nuit, parfois sans même facturer ceux qui pouvaient pas payer. Le docteur Dupont est un ange, disaient les gens, s'ils avaient su à la maison, loin des yeux de la société, c'était un monstre, pas un monstre qui criait, cassait des choses. As, non, c'était pire. C'était un monstre silencieux, calculateur, qui utilisait ses connaissances médicales pour tout contrôler. Tous ceux qui l'entouraient, Maman, Marguerite, vivait plus droguée qu'éveillée. Tout ce qu'elle faisait qui lui déplaisait, toute opinion différente de la sienne, il arrivait avec une injection, une pilule dans son eau, quelque chose pour calmer ses nerfs. Une épouse à moi, ne hausse pas la voix, ne questionne pas, ne dérange pas, disait-il quand il pensait que je n'écoutais pas. Parfois, maman passait des journées entières à dormir ou à errer dans la maison comme un fantôme, les yeux vides, disant des choses insensées. J'étais très jeune, ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je pensais que ma mère était vraiment malade, qu'elle avait besoin de tous ces médicaments. Notre maison était sur un grand terrain en retrait du centre-ville. C'était une belle maison, grande, une de ces vieilles maisons avec un porche à l'avant, un immense jardin à l'arrière. De l'extérieur, elle semblait être un foyer parfait. À l'intérieur, c'était une prison. Les fenêtres étaient toujours fermées.
les rideaux toujours tirés. Un médecin a besoin d'intimité, disait mon père. Quand un voisin demandait pourquoi notre maison semblait toujours vide, sans vie, nous avions une gouvernante, Madame Sarah, qui vivait avec nous, une femme âgée, mince, aux yeux baissés, qui faisait tout ce que mon père ordonnait sans jamais questionner. Elle voyait tout, savait tout, mais prétendait ne pas voir, ne pas savoir. C'était comme si elle était volontairement aveugle, sauer. Aujourd'hui, il y a comprendre, pauvre femme, elle avait peur de perdre son emploi, d'être laissée à la rue. À cette époque, une femme sans éducation, sans famille, n'avait pas beaucoup d'options dans la vie. Quand j'avais environ 7 ans, je commençais à comprendre que quelque chose n'allait pas du tout dans notre maison. Je me souviens d'une fois, quand j'ai été invitée à l'anniversaire d'une fille du voisinage, c'était la première fois qu'on m'invitait à quelque chose. J'étais si heureuse. J'ai passé toute la journée à rêver du gâteau, des jeux, de la chance d'avoir des amis. Quand papa rentre, je courus lui raconter. Tout excité, une fête qui t'a donné la permission d'accepter une invitation à une fête des Mendati. La voix calme, mais les yeux froids comme la glace. J'expliquais que la mère de la fille avait parlé avec Madame Sarah, qui avait dit que c'était d'accord dans ma maison. C'est moi qui décide ce qui est d'accord. Cette nuit-là, quand maman tenta d'intercéder pour moi, disant que ça me ferait du bien de jouer avec d'autres enfants. Il ouvrit simplement cette sacoche noire qu'il portait partout, en sortit une seringue, la remplit d'un liquide transparent, l'injecta dans son bras. Là, devant tout le monde à la table du dîner, tu es très nerveuse, Marguerite, tu as besoin de te reposer. Et en quelques minutes, la tête de maman tomba dans son assiette, ses yeux roulants, sa bouche molle. Il la porta jusqu'à la chambre. Quand il revint, il pointa son doigt sur moi. Vois ce que tu as fait. Tu as rendu ta mère nerveuse avec cette histoire de fête. Va dans ta chambre. Ne sors pas avant demain. J'y allais. Bien sûr, j'appris tôt que désobéir ne faisait qu'empirer les choses. Je m'allongeai sur mon lit, serrant mon seul jouet. Une poupée de chiffon que Madame Sarah m'avait faite en secret. Je pleurais doucement pour que personne ne m'entende. Par l'entrebâillement de la porte, je vis quand il revint au salon, s'assit dans le fauteuil avec un verre de whisky et resta là, regardant dans le vide, comme satisfait de ce qu'il avait fait. Ce fut la première fois que j'eus peur de lui, pas la peur normale qu'un enfant a d'être grondé ou puni, mais une peur profonde, viscérale, le genre de peur qui vous fait froid dans le ventre, même quand il fait chaud, le genre de peur qui vous apprend à marcher sur la pointe des pieds, à respirer sans bruit, à vivre comme une ombre dans votre propre maison. À l'école, j'étais la fille silencieuse, celle qui ne participait jamais au jeu, qui s'asseyait au fond, ne parlait à personne. Les enseignants pensaient que j'étais timide, la fille du docteur Dupont, si bien élevée. Quel exemple, disait-il lors des réunions, s'ils avaient su que j'étais silencieuse par peur,
que je me comportais bien parce que je savais ce qui arriverait si des plaintes parvenaient aux oreilles de mon père. Il y avait des jours où il rentrait de bonne humeur, apportait des bonbons, parlait doucement, semblait même un père normal. Ces jours-là, je m'égayais, pensais que peut-être les choses pourraient s'améliorer, mais il suffisait que maman dise quelque chose qu'il n'aimait pas, ou que je fasse trop de bruit en jouant. Il y avait ce regard, cette manière qu'il avait qui signifiait que la tempête arrivait quand j'avais 10 ans. Je commençais à ressentir de première main ce que ma mère vivait. C'était un dimanche après-midi. Papa avait invité des collègues médecins pour le déjeuner. Une chose rare, la maison était tout arrangée. Madame Sarah passa la journée en cuisine, préparant les plats qu'il aimait. Maman, qui ce jour-là était moins droguée, m'aida à mettre une jolie robe, brossa mes cheveux avec des rubans. Tu vas bien te comporter, n'est-ce pas? Dit-elle, ajustant mon nœud. Tu vas montrer que tu es une fille bien élevée. Au fond de ses yeux, je vis la peur, la même peur que je ressentais. Le déjeuner se passa bien au début. Les collègues de mon père parlaient de cas médicaux, de politique, de choses que je ne comprenais pas. Je restais silencieuse, ne répondais que lorsqu'on s'adressait directement à moi, jusqu'à ce que l'un des médecins, le docteur Michel, me demande « Et toi, Dorothée, que veux-tu être quand tu seras grande ?» Avant que je puisse réfléchir, je répondis avec enthousiasme « Je veux être médecin comme papa ». C'était vrai. Malgré tout, j'admirais la manière dont les gens respectaient mon père. Combien il semblait important quand il sauvait une vie. Un silence tomba sur la table. Le sourire de mon père, jusque-là plaqué sur son visage, disparut. Les filles n'ont pas besoin d'autant d'éducation, dit-il, avec un rire forcé. Dorothée sera une bonne épouse, comme sa mère. Pourquoi surcharger cette petite tête avec la médecine? Les autres médecins rirent, acquiescèrent. Le docteur Michel haussa les épaules. C'est vrai, Gérard, pourquoi gâcher une petite fleur comme elle, avec des livres, qu'elle brode, cuisine, prenne soin de la maison? Je me sentis comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide, mais le pire était encore à venir. Quand tout le monde partit, mon père m'appela dans son bureau. Cette pièce où personne n'entrait, sans permission, pleine de livres médicaux, avec cette forte odeur d'alcool, d'autres produits que je ne connaissais pas. Qui t'a mis cette idée dans la tête? Demanda T.I.L. La voix basse, contrôlée, toujours plus effrayante que lorsqu'il criait était-ce ta mère? Était-ce cette gouvernante indiscrète? Personne. Papa, répondis-je, tremblante. Je voulais juste être comme toi. Il me regardait longtemps, comme s'il voyait quelque chose au-delà de moi, puis il ouvrit un tiroir, en sortit une seringue, un petit flacon. Tu veux savoir ce que c'est d'être médecin? Je vais te montrer. Avant que je puisse réagir, il saisit mon bras fermement, planta l'aiguille, injecta ce liquide. C'est pour t'apprendre à ne pas dire des choses insensées devant les invités. Un médecin doit savoir contrôler les patients difficiles. Le monde commença à tourner. Ma vision se broilla.
e sentes mon corpo lourd, comme si je m'enfonçais dans une rivière de boue. Je ne pouvais pas bouger mes bras. Mes ambes. Je voulais crier, mais ma langue semblait trop grande pour ma bouche. La dernière chose que je vis fut le visage de mon père observant avec une curiosité scientifique, comme si j'étais une de ses expériences. Je me réveillais dans ma chambre, il faisait déjà nuit. Ma tête faisait mal, ma bouche était sèche comme du papier. J'essayais de me lever, mais mon corps n'obéissait pas correctement. Par la porte entr'ouverte, j'entendis ma mère pleurer dans le salon. Suppliant, je t'aime prier. Gérard, c'est juste une enfant, ne lui fais pas ça. Taistoy, Marguerite, sa voice toujours contrôlée, je ne fais qu'enseigner la discipline. Ou préférais-tu qu'elle grandisse avec des idées absurdes? Se ridiculisant. À partir de ce jour, chaque faux pas, chaque mot déplacé, chaque note basse à l'école était une raison pour lui de me calmer avec ses drogues. Parfois, c'était une pilule écrasée dans ma nourriture. D'autres fois, une injection qu'il disait être des vitamines pour grandir forte. J'appris à reconnaître les signes, le goût amer dans le jus, la manière dont l'eau semblait un peu trouble. J'essayais d'éviter, faisais semblant de boire timang, mais il remarquait, bien sûr qu'il remarquait. C'était un médecin, il savait exactement ce qu'il faisait. Les années passèrent, cette petite fille rêveuse qui voulait autrefois être médecin disparaissait. À sa place était une adolescente silencieuse, effrayée, qui pouvait à peine regarder les gens dans les yeux. À l'école, j'étais invisible. À la maison, j'étais une ombre. Ma mère, de plus en plus absente, passait ses journées allongées, regardant le plafond, disant des choses insensées. Madame Sarah, seul témoin de notre malheur, gardait les yeux baissés, prétendait ne pas voir. Une seule fois, une seule, et les tenta de Maider. J'avais environ 12 ans. J'avais une forte fièvre après l'un des médicaments de mon père. Il était sorti pour une urgence. Elle profita pour me donner du thé et mettre des compresses froides sur mon front. Petite, murmura-t-elle, regardant autour d'elle comme si les murs pouvaient entendre ce que ton père fait n'est pas juste, ce n'est pas ainsi qu'on traite une fille, une épouse. Alors pourquoi ne fais-tu rien? Demandai-je, les mots sortant traînés par la faiblesse. Elle baissa les yeux, honteuse, et que peut faire une vieille femme noire comme moi contre un médecin qui me croirait? Je perdrais juste mon emploi, serais à la rue et tu serais ici sans personne. Elle avait raison. Bien sûr, à cette époque, en cet endroit, la parole d'un médecin respecté valait plus que tout. Qui croirait les histoires d'une domestique, d'une épouse mentalement instable, d'une enfant problématique et menteuse? Alors nous continuâmes, prisonnières dans notre propre maison, vivant dans l'ombre du grand docteur Gérard Dupont, l'homme que tous admiraient dans la rue, que nous craignions entre quatre murs. Je grandis habituée à cette peur constante, au goût amer des médicaments, à la sensation d'être toujours à moitié endormie, à moitié éveillée.
C'est ainsi qu'il nous voulait dociles, contrôlés, sans volonté propre. Vous devez penser, mais personne ne soupçonnait rien. Personne ne remarquait, écoutait. À cette époque, ce qui se passait à l'intérieur du foyer était une affaire familiale. Personne n'interférait. Et même si quelqu'un soupçonnait qui aurait le courage de confronter un médecin respecté comme mon père, il avait une réponse pour tout. Si maman semblait un peu groggy quelque part, c'était parce qu'elle souffrait des nerfs. Si j'étais trop silencieuse, trop apathique, c'était parce que j'étais une fille timide, bien élevée. Et tout le monde le croyait parce qu'il voulait le croire. C'était plus facile, plus confortable que d'admettre qu'un homme comme lui pouvait faire ce qu'il faisait. C'est ainsi que cela dura jusqu'à mes 15 ans, quand quelque chose se produisit qui changerait tout, quelque chose qui me donnerait la force que j'ignorais posséder pour enfin affronter le monstre dans notre maison. C'était à l'hiver 1960 et que je commençais à planifier notre évasion. Je venais d'avoir 15 ans, les choses à la maison empiraient chaque jour. Maman ne parlait presque plus, vivant dans un état entre sommeil et veille. Ses yeux toujours vides, comme si son âme était partie depuis longtemps, ne laissant que le corps. Cette année-là, papa avait été invité à enseigner à l'école de médecine de Toulouse. Cela signifiait qu'il passait 3 jours par semaine loin, ne revenant que les week-ends. C'était dans ces petits intervalles de liberté que je commençais à voir le monde avec des yeux différents, à respirer sans cette peur constante qui me serrait la poitrine. Quand il n'était pas là, la maison semblait différente, plus légère. Madame Sarah fredonnait doucement en faisant ses tâches. Je pouvais lire les livres que je trouvais cachés dans la bibliothèque sans crainte d'être punie. Et même maman semblait s'éveiller un peu de son état léthargique. C'est lors d'un de ces après-midi que je trouvais son journal caché dans une vieille boîte à couture au fond de l'armoire, un petit carnet à la couverture bleu fané, avec des pages jaunies par le temps, son écriture qui commençait ferme, élégante dans les premières pages, devenait tremblante, confuse au fil des ans. Gérard m'a donné un autre médicament aujourd'hui, disait-il que c'était pour mon bien, pour contrôler mon anxiété, mais je ne suis pas anxieuse, je veux juste vivre, respire, être moi-même. Chaque jour, il est plus difficile de me souvenir de qui j'étais avant lui. Je lus ces mots, pleurais, beurrais, comme je ne m'étais jamais permis de pleurer avant. C'était la confirmation de quelque chose que, au fond, je savais toujours. Ma mère n'était pas malade, elle était prisonnière. Tout comme moi, dans d'autres pages, elle parlait de moi, de combien elle se sentait coupable de ne pas pouvoir me protéger, d'être trop faible pour l'affronter. Dorothée a demandé à aller au cinéma avec ses amis d'école aujourd'hui. Gérard a dit non, comme toujours. Quand j'ai essayé d'intercéder, il m'a donné cette injection qui me fait dormir. Je sais qu'elle m'a vu m'évanouir. Quelle sorte de mère suis-je qui ne peut même pas défendre sa propre fille? La découverte de ce journal changea quelque chose en moi. La fille effrayée commença à céder la place à une jeune femme déterminée à changer cette situation. S'il pouvait nous contrôler avec ses drogues, pouvions-nous utiliser cela contre lui? C'était une pensée dangereuse, je le savais. Mais pour la première fois de ma vie,
Je sentais que j'avais une chance. Je commençais à observer mon père avec des yeux différents, l'étudiant comme il étudiait ses patients. Je remarquais qu'il gardait ses médicaments spéciaux, comme il les appelait, dans une armoire verrouillée dans son bureau. La clé était toujours dans la poche de sa blouse, sauf quand il prenait sa douche. C'était une petite fenêtre d'opportunité, mais c'était tout ce que j'avais. Un vendredi, quand il revint de Toulouse, j'attendis qu'il aille à la salle de bain. Dès que j'entendis la douche couler, je courus dans la chambre, le cœur battant si fort que je pensais qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Je glissai ma main dans la poche de la blouse accrochée derrière la porte. Je trouvai la clé petite, argentée, exactement comme je l'avais imaginé, avec elle ferme entre mes doigts. Je courus au bureau. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine l'insérer dans la serrure. Quand l'armoire s'ouvrit enfin, je vis des dizaines de flacons, tous organisés, tous étiquetés avec l'écriture précise de mon père. Je ne savais pas exactement quoi chercher. Je connaissais les effets, c'est pas les noms. Je cherchais quelque chose qui semblait familier, un flacon que j'avais vu dans ses mains avant de sombrer dans un sommeil induit. Puis je vis un petit flacon avec un liquide transparent soigneusement étiqueté Pentotal, 5%, usage contrôlé. À côté, plusieurs seringues encore dans leurs emballages. Mes doigts touchèrent le verre froid. Sur une impulsion, je mis le flacon dans la poche de ma robe, une seringue dans ma manche. Je retournai dans ma chambre, le cœur presque sorti de ma bouche, cachait mon petit trésor sous le matelas. Je remis la clé dans la blouse, quelques secondes avant d'entendre la douche s'éteindre. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit s'emballait, me demandant si ce que je planifiais était une folie, si cela finirait par nous tuer tous. Mais ensuite, je me souvenais du journal de maman, de ces mots, de la souffrance silencieuse que nous avions vécue pendant tant d'années. Je savais que je n'avais pas le choix. Pendant des jours, j'étudiais mon père, ses habitudes, ses routines. Je remarquais comment il prenait toujours un verre de whisky avant de se coucher, comment il vérifiait maman pour s'assurer qu'elle était assez sédatée. Je réalisais que lorsqu'il buvait, il devenait moins attentif, moins prudent. C'est alors que le destin, ou peut être Dieu, plaça l'opportunité parfaite entre mes mains. Papa annonça qu'il recevrait un collègue important pour le dîner ce samedi. « Je veux que la maison soit impeccable », ordonna-t-il. « Et toi, Marguerite, tu vas te comporter. Pas de ça d'apparaître droguée ou confuse. Ce soir est crucial pour ma carrière. » Pour la première fois depuis des années, il ne donna aucun médicament à maman ce jour-là. Il voulait qu'elle semble normale. L'épouse parfaite pour impressionner l'invité, je dus me retenir de rire de l'ironie. La seule nuit où il voulait qu'elle soit lucide était précisément la nuit où je planifiais d'agir. Le dîner se déroula avec une tension palpable que seuls nous, prisonnières de cette maison, pouvions ressentir. L'invité, un médecin plus âgé, semblait ravi de la famille parfaite du docteur Dupont. Maman, encore faible mais plus alerte que je ne l'avais vue depuis des années, maintenait un sourire poli sur son visage.
Je servais la table en silence, comme on me l'avait ordonné. Quand tout le monde eut fini de manger, que les hommes furent allés au bureau pour boire leur whisky, fumer leurs cigares. Yes, ma chance. Avec précaution, je sortis le flacon, la seringue de ma cachette. Mes mains tremblaient tellement que je faillis tout laisser tomber en préparant la dose. Wakui, si mes calculs étaient corrects, et je priais pour qu'il le soit, serait suffisante pour l'assommer, mais pas pour le tuer. Et j'allais à la cuisine où Madame Sarah préparait le café qui serait servi aux hommes. Que fais-tu ici, petite? Demanda-t-elle, la surprise évidente dans ses yeux. Ton père a dit de rester dans ta chambre après le dîner. Je suis venue aider avec le café, répondis-je, essayant de paraître calme. Laisse-moi le porter. Elle me regarda avec suspicion, mais ne dit rien, probablement trop fatiguée pour discuter quand elle se tourna pour prendre les biscuits. J'injectai rapidement le liquide dans la tasse qui serait celle de mon père. Je savais laquelle était la sienne par le motif spécifique, une tasse qu'il utilisait uniquement avec l'emblème de l'école de médecine. Je portai le plateau au bureau, le cœur battant si fort que je pensais qu'il pouvait l'entendre. Je servis l'invité en premier, puis mon père, évitant de le regarder directement. J'avais peur qu'il puisse voir dans mes yeux ce que j'avais fait. Tu peux partir maintenant, ordonna mon père, sans même me regarder. Je retournai à la cuisine. Par les fentes de la porte, je les observais. Ils parlaient, buvaient le café. Rien ne se passa. Les minutes passèrent. Je commençais à penser que j'avais échoué, que la dose était insuffisante ou que j'avais pris la mauvaise tasse. Puis, mon père commença à cligner des yeux plusieurs fois, comme pour repousser le sommeil. Son discours devint brouillé, les mots se mélangeant. L'invité sembla inquiet, demanda s'il allait bien. Juste fatigué, répondit mon père, la voix déjà distante. Et puis, à l'horreur de l'invité, à mon soulagement coupable, il s'effondra dans le fauteuil, inconscient. Ce qui suivit fut une confusion. L'invité appela Madame Sarah, qui courut au bureau. Ils appelèrent un autre médecin, un ami proche de mon père. L'explication officielle fut l'épuisement dû au surmenage. Personne ne soupçonna la fille silencieuse. La fille invisible qui obéissait toujours pendant que les médecins examinaient mon père dans la chambre. Je courus dans celle de ma mère. Elle était assise au bord du lit, l'air confus, effrayé par tout ce tumulte. Maman, murmurai-je, prenant ses mains froides dans les miennes. Nous devons parler maintenant. Je lui racontai tout, le journal que j'avais trouvé, les drogues qu'il nous donnait, comment j'avais renversé la situation. Je parlais vite, avec urgence, craignant qu'à tout moment il ne se réveille. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Concluse, j'ai les larmes coulant sur mon visage. Ce n'est pas une vie, maman, c'est une prison, c'est de la torture. Je m'attendais à ce qu'elle soit horrifiée, qu'elle me réprimande, même qu'elle dise au médecin ce que j'avais fait. Au lieu de cela, elle me regarda avec une clarté que je n'avais pas vue dans ses yeux depuis des années. Je sais, ma fille, dit-elle, serrant mes mains,
je sais tout. Je n'avais simplement pas la force de me battre. À ce moment, nous prîmes notre décision. Ce serait pas facile, nous le savions. Il était puissant, respecté. Nous n'étions que deux femmes fragiles sans voix, mais nous avions quelque chose qu'il n'attendait pas. La vérité, et la vérité, une fois révélée, peut être une arme plus puissante que n'importe quelle drogue. Pendant que les médecins s'occupaient de mon père, qui dormait profondément, maman et moi commençâmes à mettre notre plan en action. D'abord, nous récupérâmes son journal, preuve cruciale de ce que nous avions souffert. Puis, nous allâmes au bureau de papa. Profitant de la confusion, ouvrîmes cette armoire maudite. Ce que nous trouvâmes était encore pire que nous l'imaginions. Ce n'était pas seulement des médicaments pour nous garder dociles. Il y avait des carnets détaillés, des notes méticuleuses sur les doses, les effets, comme si nous étions ses cobayes personnels, des journaux d'un homme qui utilisait ses connaissances médicales pour contrôler, dominer, torture. Il doit payer pour ça. Dites maman. La voix ferme pour la première fois depuis des années, pas seulement pour nous, mais pour qu'il ne fasse jamais ça à quelqu'un d'autre. J'étais d'accord, bien que je savais que ce serait presque impossible, qui nous croirait contre la parole d'un médecin respecté, même avec toutes les preuves, ce serait notre parole contre la sienne. Et dans la société de l'époque, la parole d'un homme pesait toujours plus lourd. C'est alors que j'eus l'idée qui changerait tout, une idée risquée, dangerous, mais qui pourrait enfin nous libérer. Nous avons besoin d'aide, dis-je à maman, quelqu'un qui ne peut pas intimider, quelqu'un avec assez d'influence pour nous protéger. Et ainsi, cette même nuit, pendant que mon père était encore inconscient, nous fîmes la chose la plus courageuse, la plus désespérée de nos vies. Nous prîmes les preuves, les journaux, le sien, celui des mamans, et sortîmes par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Notre destination, la maison de l'évêque Thomas, la seule personne en ville avec assez d'autorité morale pour confronter le respecté docteur Gérard Dupont. La nuit était froide quand nous arrivâmes à la résidence épiscopale. Le garde-nuit nous regarda avec suspicion, deux femmes, seules à cette heure. L'une visiblement affaiblie, l'autre juste une adolescente. Avant de continuer, je veux vous remercier de regarder. Dites-moi dans les commentaires de quelle partie du pays vous écoutez. Ça me donne tant de joie d'imaginer mon histoire atteindre des endroits que moi. Vieille femme de source vive, ne mais pour visiteur. Et si vous appréciez la chaîne, abonnez-vous. Mettez un petit cœur sur cette vidéo. Chaque cœur est comme une tasse de café que vous m'offrez. En écoutant mon histoire, nous devons parler à l'évêque Thomas. Insistage, c'est une urgence, il héchitant, mais quelque chose dans notre apparence désespérée dut le convaincre. Quelques minutes plus tard, nous étions en présence de l'évêque, un homme aux cheveux blancs, au regard bienveillant, qui nous écouta attentivement tandis que nous racontions notre histoire d'horreur. Quand nous eûmes fini, il resta silencieux un long moment. Je craignais qu'il ne nous croie pas,
qu'il appelle mon père, qu'il nous renvoie dans cet enfer. Au lieu de cela, il s'éleva, marcha vers une étagère, prit une vieille Bible. Ce que vous m'avez raconté est grave, dit-il enfin, si grave que je ne peux pas agir seul, mais je vous promets que vous ne retournerez pas dans cette maison ce soir. Niamis, si c'est ce que vous souhaitez, cette même nuit, nous fûmes accueillis chez une veuve de confiance de l'évêque. Pour la première fois depuis des années, nous dormîmes sans peur, sans l'ombre de mon père planant sur nous. Ce qui se passa dans les jours suivants fut comme un tourbillon. L'évêque Thomas convoqua un conseil incluant le shérif de la ville, les Hugues, un médecin de l'extérieur, quelqu'un qui ne devait pas de faveur à mon père. Les preuves furent examinées, des témoins entendus. Madame Sarah, initialement réticente, finit par confirmer notre récit. Peut être ému par le remords d'avoir gardé le silence si longtemps. Mon père, quand il l'apprit, réagit exactement comme nous l'attendions. Il n'y a tout dit que nous étions folles, que maman avait des problèmes mentaux, m'avait influencé avec ses fantasmes. Il suggéra même que je devrais être internée pour mon propre bien, mais à ce stade, il était trop tard. Les preuves étaient accablantes. Les registres détaillés qu'il avait lui-même faits, pensant qu'il ne serait jamais découvert, les Condamnaien Maintenant, le journal de maman, les marques d'aiguille sur nos bras, les témoignages. Malgré tout, son prestige, sa position, le protégèrent d'une condamnation publique. Dans la petite ville de Source-Vive de 1960, et un scandale de cette ampleur serait impensable. À la place, on lui offrit un marché, il renoncerait à ses droits sur nous, ne nous chercherait plus jamais. Et en échange, l'affaire serait traitée discrètement comme un divorce pour incompatibilité, une solution courante à l'époque. À ma surprise, il accepta sans hésiter. Peut être parce que il réalisa qu'il avait perdu le contrôle sur nous, peut être parce qu'il craignait que si l'affaire allait en procès, d'autres victimes pourraient apparaître. Nous ne sûmes jamais avec certitude. Ce que je sais, c'est que par un jour ensoleillé de septembre 1960, maman et moi étions à une gare routière avec juste 2 petites valises contenant le peu qui nous appartenait vraiment. Destination, Paris, où une cousine éloignée de maman nous avait offert un abri jusqu'à ce que nous puissions nous établir. Quand le train commença à bouger lentement, laissant derrière nous la ville qui avait été notre prison pendant tant d'années, je vis le sourire de maman, un sourire sincère, lumineux, que j'avais pas vu depuis que j'étais toute petite. Nous allons recommencer, dit-elle, serrant ma main. Nous allons vraiment vivre maintenant, et c'est exactement ce que nous fîmes, Paris, en 1960. Et était un monde complètement différent de tout ce que nous avions connu. Nous descendîmes à la gare de Lyon avec nos 2 petites valises en carton. Restâmes là, effrayés par la foule, le bruit des voitures, la taille des bâtiments qui semblaient toucher le ciel. Nous étions 2 filles de la campagne d'une petite ville, 2 survivantes essayant de recommencer de zéro. La cousine de maman, Madame Éléonore, nous attendait sur le quai
C'était une femme d'une cinquantaine d'années, veuve, qui travaillait comme couturière dans un atelier du quartier de la mode. Elle nous serra dans ses bras sans poser de questions, ce dont nous serons éternellement reconnaissantes. Bénès, le bus va passer, fut tout ce qu'elle dit. Prenant une des valises, son appartement était petit, une chambre, un salon dans un vieil immeuble sur l'avenue Montaigne. Nous trois partagions le seul lit, comme des sardines dans une boîte. Ce n'était pas confortable, mais c'était sûr, et cela valait plus que tout luxe. Les premiers jours, maman souffrait encore des effets du sevrage. Les drogues que mon père lui avait données pendant tant d'années avaient laissé des marques profondes. Elle tremblait, avait des sueurs froides, criait parfois dans son sommeil. Madame Éléonore traitait tout avec une naturalité admirable. Marguerite a les nerfs fragiles, expliquait-elle aux voisins curieux. Le déménagement, vous savez comment c'est. Ça passait et ça passe lentement, comme une fleur fermée depuis longtemps qui commence doucement à s'ouvrir au soleil. Maman revint à la vie. Ses mains cessèrent de trembler, ses yeux gagnèrent de l'éclat. Sa voix devint plus ferme. Ce fut un processus lent, avec des rechutes, des peurs, mais elle était déterminée à vivre. Madame Éléonore trouva un emploi pour maman dans le même atelier où elle travaillait. Marguerite avait toujours eu un talent avec l'aiguille, le fil. Bien que mon père la laissa rarement exercer ce talent, maintenance, cette compétence serait notre salut. Quant à moi, à 15 ans, je devais étudier l'évêque Thomas. Avant notre départ, avait fourni une lettre de recommandation pour l'école Sainte-Agnès, dirigée par des religieuses. Grâce à cette lettre, à une bourse partielle, je pus compléter mon éducation. Étudier était comme découvrir un nouveau monde, un monde que mon père avait essayé de me refuser pour la première fois. Je pouvais apprendre sans crainte d'être punie pour savoir trop, pour poser des questions. Pour exister, les religieuses étaient strictes, bien sûr, mais leur sévérité était prévisible, basée sur des règles claires, pas sur l'humeur instable d'un tyran domestique. Pendant ce temps, nous louâmes une petite chambre à l'arrière d'une maison à Montreuil, juste une pièce avec une salle de bain partagée dans la cour, mais c'était à nous, notre premier vrai foyer, où nous pouvions aller et venir à notre guise, où personne ne nous droguait, où la seule clé restait avec nous. Le salaire de couturière couvrait à peine les dépenses de base. Alors, après l'école, j'aidais dans une épicerie près de chez nous, rangeant les étagères, servant les clients, faisant des livraisons. Le propriétaire, Monsieur Antoine, un Italien au grand cœur, gardait toujours pour nous les fruits presque trop mûrs, le pain de la veille, les boîtes cabossées qui pouvaient pas être vendues au prix normal. C'est un gâchis de jeter, disait-il, bien que nous savions tous que c'était sa manière d'aider sans blesser notre fierté. Les années suivantes furent de travail acharné, de petites réussites en 1963. Maman obtint un meilleur emploi dans une boutique de vêtements fins au centre-ville.
son talent pour la couture impressionna la propriétaire, qui vint à lui confier les ajustements les plus délicats sur les robes importées, vendues aux dames parisiennes aisées, avec le meilleur salaire. Nous réussîmes à louer un petit appartement plus décent avec notre propre salle de bain, un luxe que quelqu'un qui n'a jamais partagé une toilette avec 10 autres familles ne peut pleinement apprécier. Je terminais le lycée avec d'excellentes notes, et contre toutes les attentes pour une fille à cette époque. Décidé que je voulais continuer à étudier, pas la médecine comme j'en avais rêvé enfant. Ce rêve avait été contaminé par les souvenirs de mon père. À la place, je choisis l'enseignement. Maman soutint ma décision sans hésiter, bien que cela signifiait 3 années de plus à vivre avec un budget serré. L'éducation est la seule chose que personne ne peut enlever, disait-elle, répétant les mots du professeur Jonas, qui m'avait secrètement prêté des livres quand nous vivions encore à Sources-Vives, en 1964, alors que la France traversait des transformations politiques que nous comprenions à peine à l'époque. Notre petite famille de 2 femmes traversait aussi des changements. Maman rencontra Monsieur Oscar, un veuf qui travaillait comme comptable dans une usine textile. Il fréquentait la boutique où elle travaillait, toujours avec l'excuse d'acheter des cadeaux pour une supposée nièce, qui, nous découvrîmes plus tard, n'existait même pas. C'était étrange de l'avoir courtisée, de voir un homme la traiter avec le respect, la gentillesse que mon père n'avait jamais montrée. Au début, j'avoue, j'avais peur. Et si cet homme cachait aussi un monstre derrière son sourire poli, et s'il voulait aussi nous contrôler, nous soumettre, je partageais ses peurs avec maman une nuit, après que Monsieur Oscar nous eut emmenés dîner dans un restaurant italien à Belleville. Notre premier dîner dans un vrai restaurant. J'ai peur aussi, fille, confessati-elle, assise au bord de mon lit. Je pense que je serai toujours. Ton père a laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement, mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de vivre, d'essayer d'être heureuse. Elle avait raison. Bien sûr, nous ne pouvions pas laisser mon père continuer à contrôler nos vies, même de loin. Ce serait lui donner une victoire qu'il ne méritait pas. La cour de maman de Monsieur Oscar progressa lentement avec le respect, la prudence que 2 personnes mûres, marquées par des expériences difficiles, savaient nécessaires. Il n'imposa jamais sa présence, n'essaya jamais de précipiter les choses, ne fit jamais un pas qui n'était pas bienvenu. En 1966, ils se marièrent dans une cérémonie simple au palais de justice, suivi d'un déjeuner pour quelques amis dans un restaurant modeste. Moi, à 20 ans, fraîchement diplômée en enseignement, donnant déjà des cours dans une petite école de quartier, fut la demoiselle d'honneur. Voir maman dans cette robe bleu clair que nous avions cousue ensemble, un petit bouquet de marguerites à la main, le visage rougi par un bonheur sincère, fut l'un des moments les plus beaux de ma vie. Monsieur Oscar, maintenant mon beau-père, pleura quand elle entra dans la salle du palais de justice. Pas un pleur forcé, théâtral,
mais des larmes silencieuses d'un homme qui n'avait pas honte de montrer ses sentiments. Ils allèrent vivre dans une petite maison confortable à Vincennes que Monsieur Oscar payait à crédit. Je restais dans notre appartement, maintenant payé uniquement avec mon salaire d'enseignante, ce qui signifiait encore plus d'économies, encore plus d'heures de travail. Mais j'étais heureuse pour maman de la voir enfin libre, aimée comme elle le méritait. La fin des années 60 apporta des changements, des défis. La France vivait des temps difficiles politiquement. Cela affectait tout le monde. Les salles de classe où j'enseignais devenaient de plus en plus bondées, avec des enfants dont les parents travaillaient de longues heures dans les usines qui se multipliaient en ville. Beaucoup arrivaient affamés, avec des problèmes à la maison, avec des histoires qui, bien que différentes des miennes, parlaient aussi de violence, de négligence, d'abandon. C'est pendant cette période que je rencontrais Charles, un jeune professeur d'histoire qui enseignait dans la même école que moi. Il avait des idéaux, des rêves d'un pays plus juste, plus égal. Nous parlions pendant des heures après les cours, planifiant des projets pour aider les élèves, discutant de livres, échangeant des idées sur l'éducation, progressivement. Cette amitié professionnelle se transforma en quelque chose de plus, un processus lent, plein de peur, d'hésitation de ma part. Porter les cicatrices que je portais ne facilitait pas la confiance, encore moins l'amour. Charles était patient, respectait mes limites, ne me poussait jamais. Quand je lui racontais mon passé, mon père, ce que nous avions vécu, il ne montra ni pitié ni horreur, seulement de la compréhension. Tu as survécu, dit-il, prenant mes mains. Ça fait de toi la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Nous nous mariâmes en 1968 dans une cérémonie simple mais pleine de joie. Maman, Monsieur Oscar était là, bien sûr, ainsi que Madame Éléonore, devenue une sorte de tante pour moi, nos collègues enseignants, quelques anciens élèves qui s'étaient attachés à nous, les voisins qui nous avaient vus grandir, Latte, notre petite famille choisie, celle que nous avions construite loin des ombres du passé. Notre lune de miel fut à Deauville, 3 jours au bord de la mer, dans un petit hôtel simple. C'était la première fois que je voyais l'océan, cette immensité bleue qui semblait sans fin, assise sur le sable, regardant les vagues. Je ressentis une paix que je n'avais jamais cru possible. C'est comme si le monde était plus grand et plus petit en même temps, n'est-ce pas? Commenta Charles, assis à côté de moi, plus grand, parce que nous réalisons combien nous ignorons, plus petit, parce que nous nous sentons partie de quelque chose d'immense. C'était exactement ça. À source vive, sous le joug de mon père, le monde était petit, étouffant, limité au mur de notre maison-prison, maintenant, regardant l'horizon infini. Je compris qu'il y avait des possibilités illimitées, que mon histoire était encore en train de s'écrire, que l'avenir pouvait être ce que je voulais en faire. Charles et moi louâmes un petit appartement à Saint-Denis, continuâmes à enseigner. En 1970, nous fûmes bénis par l'arrivée de notre fille, Cécile, nommée en l'honneur de la poétesse que j'admirais tant,
dont les vers m'avaient donné de la force dans les moments les plus sombres. La tenir dans mes bras, pour la première fois, fut effrayant, merveilleux, effrayant parce que, comme chaque nouvelle mère, je craignais de ne pas pouvoir la protéger, la guider, être la mère qu'elle méritait. Merveilleux parce que dans ce petit être, je voyais une chance pour un nouveau départ, une vie qui ne portait pas le poids du passé. Et la regardante, je me promis qu'elle ne connaîtrait jamais le genre de peur que j'avais connu, qu'elle grandirait entourée d'amour, de respect, de liberté, d'être qui elle voulait être. Cécile grandit heureuse, curieuse, mais Charles était le genre de père qui s'asseyait par terre pour jouer aux poupées, qui lisait des histoires avant le coucher, qui répondait à chaque pourquoi avec patience, sincérité. Le genre de père que je n'avais pas eu, le genre d'homme que mon père n'était jamais, mais même dans le bonheur du présent. Le passé revenait parfois comme un fantôme. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur, rêvant que j'étais de retour dans cette maison, que mon père s'approchait de moi ou de Cécile avec une seringue à la main. Charles apprit à reconnaître ces moments, à m'enlacer en silence jusqu'à ce que la tempête passe, à me rappeler que nous étions en sécurité, que personne ne pouvait nous faire de mal. Maman avait aussi ses moments d'obscurité, bien qu'avec les années, il devenait plus rare. Monsieur Oscar, un homme de peu de mots mais d'une grande sensibilité, savait la ramener quand elle se perdait dans les souvenirs. Lui rappeler le bon présent que nous avions construit. En 1975, je reçus une lettre de Madame Sarah, l'ancienne gouvernante de notre maison, à Source-Vive. Elle écrivait pour m'informer que mon père était mort. Un accident vasculaire cérébral soudain, c'est l'on ayait. Il mourut seul dans son bureau. Son corps ne fut trouvé que le lendemain. La nouvelle me prit par surprise, non pas pour son contenu. La mort fait partie de la vie. Celle de mon père n'était pas une exception, mais pour l'absence de sentiments qu'elle provoqua en moi. Il y a une récente tristesse, ni colère, ni même soulagement. C'était comme recevoir des nouvelles d'un étranger, quelqu'un qui n'avait plus aucun lien avec moi. Veux-tu aller aux funérailles? Demanda Charles quand je lui montrai la lettre. Je réfléchis un instant avant de répondre. Non, cette partie de ma vie s'est terminée il y a longtemps. Je n'ai rien à lui dire, pas même à Dieu. Cette nuit-là, avant de dormir, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je pris le vieux journal de maman que j'avais gardé avec moi toutes ces années, relus quelques pages, pas pour me torturer avec les souvenirs, mais pour me rappeler jusqu'où nous étions allés, à quelle distance nous étions de ce passé sombre sur la dernière page, écrite dans l'écriture tremblante de ces temps. Maman avait écrit « J'ai rêvé de liberté aujourd'hui dans le rêve ». Dorothée et moi étions sur une plage, le soleil brillait, nous pouvions aller où nous voulions, dire ce que nous voulions. Ça semblait si réel que, pendant un instant, au réveil, j'ai cru que c'était vrai, puis j'ai entendu ses pas dans le couloir, su que nous étions encore prisonnières, mais le rêve était si réel, le sera-t-il jamais? Je fermai le journal
des larmes silencieuses coulant sur mon visage. Oui, maman, pensais-je, le rêve est devenu réel. Nous sommes libres, nous sommes nos propres maîtresses. Maintenant, c'est ce moment, regardant le passé, non pas avec peur, mais avec la distance que le temps procure, que je réalisais quelque chose d'important, notre histoire d'évasion, de nouveau départ, n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de transformation, de prendre le pire que la vie nous offrait, de le transformer en force, en zages, en capacité d'aimer, d'être aimé. Et cette transformation, ce chemin de guérison, de redécouverte, c'est ce que je veux raconter dans le chapitre suivant. Comment nous avons trouvé la force, non seulement d'avancer, mais de vraiment vivre, de s'épanouir malgré les cicatrices, de construire une vie digne, d'être vécue. Les années 1970 apportèrent à la France non seulement la fin de la guerre d'Indochine, mais aussi de profondes transformations dans la manière dont les femmes voyaient leur place dans la société. Et moi, qui avais déjà brisé tant de chaînes, j'étais prête à embrasser ces changements. Ma carrière d'enseignante à l'école primaire prospéra de manière inattendue. En 1972, je fus invitée à assumer le rôle de coordinatrice éducative à l'école où j'enseignais à Saint-Denis. C'était un immense défi. Moi, qui pendant tant d'années avait été réduite au silence, serai maintenant responsable de guider d'autres éducateurs, de définir des chemins, de faire entendre ma voix dans des réunions où j'étais souvent la seule femme présente. Je ne sais pas si je suis prête. Confessai-je à Charles une nuit après que Cécile se fut endormie. Nous étions assis sur notre petit balcon, partageant une tasse de thé, le seul luxe que nous pouvions nous permettre en ces temps de budget serré. Personne n'est prêt pour quoi que ce soit dans la vie, répondit-il, avec cette sagesse calme qui me calmait toujours. On apprend en faisant. S'il y a quelqu'un qui peut transformer une école, c'est toi, Dorothée. J'acceptais le poste avec le même mélange de peur, de détermination qui m'avait accompagnée dans toutes les grandes décisions de ma vie. Je réalisais bientôt que l'éducation pouvait être plus qu'un métier. Elle pouvait être une mission, une manière d'empêcher d'autres enfants de traverser ce que j'avais traversé. Je mis en place un programme d'attention spécial pour les élèves montrant des signes de problème à la maison. Je formais les enseignants à identifier les signes de violence, pas seulement physiques, mais émotionnels. Je créais un espace sûr où les enfants pouvaient parler, être entendus, être vus. Tu comprends, n'est-ce pas? Me dit un garçon de 8 ans, les yeux baissés, après m'avoir raconté son père, qui buvait, cassait tout à la maison. Tu nous regardes différemment des autres adultes. Il avait raison. Je comprenais. Et cette compréhension, née de la douleur, devint mon plus grand instrument de changement. En 1974, j'initiai un projet audacieux pour l'époque, des cours du soir, pour les mères n'ayant pas terminé l'enseignement primaire. Beaucoup de ces femmes, comme maman autrefois, étaient piégées dans des relations abusives, sans indépendance financière, sans assez d'éducation pour rêver d'autre chose. Elles ne viendront pas, avertit le directeur. Un homme de la vieille garde qui m'avait donné le poste de coordinatrice, que sous l'assistance du conseil d'éducation, qui voulait plus de femmes à des postes de direction, les maris ne permettront pas, les jeunes enfants à la maison, le travail lourd
toute la journée. Ça va être un échec. La première nuit, nous attendions 5 femmes, 23 se présentèrent. La semaine suivante, 16 pas. À la fin du mois, nous avions 60 femmes inscrites de tous âges, avec des histoires de vie si diverses et pourtant si similaires. Nous enseignions les bases, lecture, écriture, arithmétique, mais nous parlions aussi des droits, de la citoyenneté, des possibilités. Nous discutions avec la prudence nécessaire de comment l'indépendance commence par de petits choix, de petites résistances quotidiennes. Madame Tulmira, une dame de presque 60 ans qui n'avait jamais tenu un crayon auparavant, Melan Lacha, pleurant le jour où elle réussit à écrire son propre nom. Maintenant, je peux signer mes documents, dit-elle, avec une fierté que les personnes alphabétisées ne comprendront jamais pleinement. Plus besoin du doigt taché d'encre, l'humiliation. Ce travail avec les femmes me conduisit à reprendre les études en 1975. J'entrais à l'école d'éducation de l'université Sorbonne. Un rêve qui semblait impossible pour la fille que j'étais. Charles prit plus de cours pour compenser la réduction de mes heures de travail. Maman, Monsieur Oscar aidèrent à s'occuper de Cécile les week-ends. Quand j'avais besoin d'étudier, l'université était un monde à part. Les discussions, même limitées par le climat conservateur du milieu des années 70, ouvraient des horizons. J'appris des théories éducatives révolutionnaires, lus Paulo Freire clandestinement. Bien sûr, débattis avec des collègues qui, comme moi, croyaient que l'éducation pouvait changer des vies. Vous êtes différente de la plupart des étudiants, me dit un professeur après une présentation que j'avais faite sur l'alphabétisation des adultes. Vous parlez avec l'urgence de quelqu'un qui connaît le problème de l'intérieur, pas seulement de la théorie. Il avait raison. J'étais pas là juste pour un diplôme, pour une meilleure carrière. Je cherchais des outils pour la révolution silencieuse que j'avais déjà initiée dans ma petite école de Saint-Denis. C'est pendant cette période que maman, à 51 ans, décida aussi de reprendre les études inspirées par mon travail avec les femmes de la communauté. Elle s'inscrivit à un cours professionnel de couture. L'élève, qui autrefois ne cousait qu'en secret, contrôlée par son mari tyrannique, rêvait maintenant d'avoir son propre atelier. Il est jamais trop tard pour être celle que tu aurais dû être, me dit-elle quand elle montra fièrement sa première robe, entièrement conçue, réalisée par elle. La vie n'était pas facile. Équilibrer travail, études, maternité. Le traumatisme qui de temps en temps revenait me hanter dans des cauchemars demandait une force que je ne croyais pas toujours posséder. Il y avait des jours où je craquais, où le poids semblait trop grand à porter au Inuit. Après avoir reçu une note basse sur un devoir universitaire important, je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Charles me trouva recroquevillée dans un coin de la cuisine, serrant mes genoux comme la fille effrayée que j'étais autrefois. Je ne peux pas faire ça. Sanglotai-je ne suis pas assez intelligente, je n'ai pas les bases, je n'ai pas le temps. Qui ai-je cru tromper? Charles n'essaya pas de me convaincre autrement avec des mots vides. À la place, il prit un cahier, commença à lire à voix haute un texte que j'avais écrit pour mes élèves en alphabétisation.
une histoire simple sur une femme qui faisait pousser un jardin dans un terrain que tout le monde disait aride. De cette femme ici, dit-il, pointant le cahier, qui a tiré des fleurs, des pierres, qui a vu des possibilités là où tout le monde ne voyait que des limites. C'est toi, Dorothée, la même qui a survécu à l'enfer, transformer l'expérience en compassion pour les autres. Ces mots me frappèrent comme un rayon de clarté. Je ne luttais pas seulement pour mon avenir, mais pour l'avenir de tant d'autres femmes, d'enfants qui, comme moi, comme maman, vivaient piégées dans des situations qui semblaient sans issue. Je repris mes études avec une détermination renouvelée. Je fus diplômée en 1978, avec mention l'étudiante la plus âgée de la classe, la seule qui était déjà mère, qui travaillait à plein temps, qui portait des cicatrices invisibles qui, d'une manière ou d'une autre, me rendaient plus forte plutôt que plus faible. La même année, je fus invitée à développer un programme pilote de soutien aux familles en situation de violence domestique pour le conseil d'éducation. C'était un travail délicat, d'autant plus à une époque où les valeurs conservatrices de la famille étaient si fortement défendues, mais je savais par expérience personnelle combien cette pensée était dangereuse, comment elle permettait à des monstres comme mon père de continuer à détruire des vies derrière des portes closes. Protégé par le silence complice de la société, le projet fut baptisé d'un nom volontairement neutre, programme d'intégration, famille, école. Derrière cette façade inoffensive, nous créâmes un réseau de soutien qui identifiait les enfants à risque, offrait un soutien psychologique, des conseils juridiques, et lorsque nécessaire, intervenait pour retirer les mineurs d'environnements dangereux. C'était pas facile. La résistance venait de toutes parts, de l'intérieur du conseil, même des directeurs d'école qui voulaient pas de problème, d'une société qui voyait encore la violence domestique comme quelque chose de privé, presque normal. Mais progressivement, cas pour cas, nous fîmes une différence. Je me souviens particulièrement d'une fille, Marianne, 13 ans, arrivée à notre programme par une enseignante attentive. Elle présentait tous les signes que je connaissais si bien, le regard baissé, le silence, le sursaut à chaque mouvement brusque, les marques d'aiguille qu'elle essayait de cacher quand nous réussîmes à intervenir. Nous découvrîmes que son beau-père, une pharmacienne, la droguait régulièrement avec des médicaments volés au travail. L'histoire était si similaire à la mienne que pendant un instant, j'eus l'impression de regarder mon propre passé. La différence, c'est que Marianne n'eut pas à attendre d'avoir 15 ans pour s'échapper, n'eut pas à planifier son évasion seule. Il y avait maintenant un réseau petit, imparfait, mais existant, prêt à la soutenir, voir cette fille des mois plus tard, retrouver sa voix, son sourire, sa capacité à rêver fut la confirmation que tout l'effort en valait la peine, que les nuits blanches à étudier, les week-ends sacrifiés, les batailles constantes contre la bureaucratie, les préjugés n'étaient pas vains. En 1980, le programme desservait déjà 12 écoles à Saint-Denis. C'était pas beaucoup, compte tenu de la taille de la ville, mais c'était un début, une graine plantée qui
continuerait à pousser dans les années suivantes, la même année. Maman réalisa son rêve. Elle inaugura un petit atelier à Vincennes avec 2 machines à coudre industrielles achetées à crédit, création de Marguerite. Disait la modeste enseigne devant la boutique, un hommage non seulement à son nom, mais à l'aube d'une nouvelle vie, nos chemises, autrefois si marquées par la peur, la douleur, débordaient maintenant de possibilités. Cécile, à 10 ans, était une fille brillante, curieuse, confiante. Tout ce que je ne pouvais pas être dans mon enfance. Charles, toujours mon havre sûr, avait été invité à enseigner l'histoire dans la même université où j'avais été diplômée. Nous avions réussi non seulement à survivre, mais à prospérer, à transformer le poison en médicament, la douleur en but. Nous n'étions plus des victimes, mais des agents de changement, chacun à notre manière. En 1980, je reçus une invitation que je n'avais jamais cru possible. Donner une conférence dans une convention sur l'éducation à Lyon, sur notre programme pour combattre la violence domestique. Moi, qui avait autrefois été réduite au silence dans ma propre maison, aurais maintenant une voix dans un auditorium plein, serais entendue par des éducateurs de tout le pays. La veille du voyage, assise sur le porche de notre maison, maintenant la nôtre, achetée avec tant de sacrifices, je regardais les étoiles, pensais au long voyage qui m'avait amené là, pas seulement le voyage physique de Sources Vives à Paris, mais le voyage intérieur des ténèbres à la lumière, de la peur au courage, du silence à la parole. Je pensais au journal de maman, à ce rêve de liberté qu'elle avait eu il y a tant d'années, à une époque où la liberté semblait impossible. Je pensais à toutes les femmes qui, comme nous, vivaient encore piégées dans des situations similaires, sans voir d'issue, sans imaginer qu'un autre type de vie était possible. Et là, sous le ciel étoilé d'une nuit de juin, je me fis une promesse, tant que j'aurai de la force, j'utiliserai ma voix, mon expérience, mes connaissances pour ouvrir des portes, éclairer des chemins, être la main tendue que maman et moi avions tant besoin. Autrefois, car la vraie liberté, avais-je appris, n'est pas seulement dans l'évasion de nos prisons, mais dans l'aide aux autres pour trouver leurs propres clés. Mais cette partie de mon histoire, comment cette petite enseignante de Saint-Denis devint une voix nationale dans la lutte contre la violence domestique, comment notre programme s'étendit à d'autres villes, comment nous affrontâmes de nouveaux défis dans les années Mitterrand, et au-delà, c'est pour un autre jour. En août 1982, je montais sur la scène de l'auditorium à Lyon, avec des genoux tremblants, les cœurs battantes. Affronter une audience de 500 éducateurs était plus effrayant que n'importe quel cauchemar à propos de mon père. Mais quand je commençais à parler de notre programme des enfants sauvés, du réseau de protection que nous construisions, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ma voix, hésitante au début, gagna en force. La violence domestique n'est pas un problème familial, déclarai-je, défiant des décennies de silence complice. C'est un problème social qui exige des réponses collectives. Je terminai mon discours par un appel direct. Chacun de vous connaît au moins un enfant qui va à l'école en portant plus que des livres sur le dos. Il porte la peur, la honte,
des secrets trop lourds pour eux. Ne prétendez pas ne pas voir, ne faites pas ce que tant d'autres ont fait pour moi. Pour des milliers d'autres enfants, le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions, puis lentement, les applaudissements commencèrent, les gens se levèrent, certains pleuraient. À ce moment, je compris que mon histoire personnelle s'était transformée en un outil de changement. Après le discours, des dizaines d'éducateurs me cherchèrent, ils voulaient en savoir plus sur le programme, comment l'implémenter dans leur ville. D'autres, dans des conversations privées, partagèrent leurs propres histoires d'abus, gardées pendant des années sous des couches de honte, de peur. Vous m'avez donné du courage, dit une enseignante de Toulouse, serrant mes mains entre les siennes. Peut être que moi aussi, je peux transformer ce que j'ai souffert en quelque chose qui aide les autres. Je rentrais à Paris avec un dossier plein de contacts, une mission encore plus grande. Notre petit projet local avait maintenant le potentiel de s'étendre, de grandir au-delà des limites que je n'avais jamais imaginées possibles. Dans les mois qui suivirent, je voyageais dans diverses villes du sud de la France, toujours en utilisant mes vacances ou des congés sans solde. L'argent était limité, l'épuisement immense. Mais la détermination plus grande que les deux, et Charles, toujours mon pilier, assuma plus de responsabilités à la maison quand j'étais absente. Cécile, maintenant 12 ans, comprenait déjà l'importance de mon travail, m'aidait même à organiser le matériel pour les conférences. Maman, sauf d'autres filles, expliquait-elle simplement aux amis qui demandaient pourquoi sa mère voyageait autant. La fierté dans sa voix était ma plus grande récompense. En 1983, un événement inattendu changea le cours de notre travail, un cas que nous avions traité, celui d'une fille de 10 ans abusée par son oncle, un médecin atteignit la presse. Le Figaro publia un reportage d'une page entière intitulé « Le silence qui tue », la violence cachée dans les foyers français. L'article parlait de notre programme, de comment nous identifions, aidions les enfants à risque. Mon nom apparaissait plusieurs fois comme coordinatrice de l'initiative. La dernière chose que je voulais était la notoriété. Mais cette exposition finit par être un tournant le lendemain de la publication. Le téléphone de l'école ne cessait de sonner. Des éducateurs voulaient connaître notre méthodologie. Des travailleurs sociaux offraient des partenariats. Des psychologues se portaient volontaires, mais aussi, et cela me prit par surprise, il y avait des mères désespérées cherchant de l'aide, des adolescentes, prenant leur courage pour dénoncer des abus, même des hommes reconnaissant des comportements violents, demandant des conseils. Vous avez ouvert une écluse, me dit le directeur de l'école qui avait enfin adopté notre cause. Il y a beaucoup d'eau contenue là-dedans. Il avait raison. Derrière la façade de normalité de la société française, il existait un océan de souffrances silencieuses, de violences naturalisées, de victimes sans voix. Et d'une manière ou d'une autre,
Notre petit programme était devenu un pont pour que ces voix soient enfin entendues. C'est pendant cette période que le travail commença à prendre une dimension que c'est pendant cette période que le travail commença à prendre une dimension que le conseil d'éducation régional, impressionné par les résultats, décida d'étendre le programme à toutes les écoles publiques de la ville. Je fus invitée à coordonner cette expansion, ce qui signifiait quitter la salle de classe, mon havre sûr pendant tant d'années. Tu atteindras beaucoup plus d'enfants de cette manière, argumenta Charles quand je partageais mes doutes avec lui. Tu n'abandonnes pas l'enseignement, tu élargis ton impact. J'acceptais le défi avec ce mélange d'appréhension, de courage qui semblait m'accompagner à tous les carrefours de la vie. Dans ce nouveau rôle, je coordonnais une équipe de professionnels, formais des éducateurs, articulais des partenariats avec des agences de protection de l'enfance qui commençaient à se structurer dans le pays. Le travail était épuisant, souvent frustrant à cause de la bureaucratie, de la résistance, mais à chaque enfant protégé, chaque famille aidée, je sentais que je payais une dette, non pas au passé, mais au présent, à la fille qui avait réussi à s'échapper, qui avait maintenant le devoir de tendre la main aux autres. En 1984, alors que la France vivait les années Mitterrand, notre programme fit un autre pas important. Nous établîmes un partenariat avec l'école de médecine de l'université Sorbonne pour former des professionnels de santé à identifier les signes de violence domestique. L'ironie ne m'échappa pas. Moi, fille d'un médecin qui utilisait ses connaissances pour nous contrôler, nous abuseurs, je travaillais maintenant pour que d'autres médecins utilisent leurs connaissances pour protéger, guérir, sauver. Le docteur Maurice Gonzal, un pédiatre qui coordonnait le projet pour la faculté, rendit cette ironie encore plus poignante. Je découvris, lors de nos conversations, qu'il avait été étudiant de mon père à Toulouse dans les années 60. Je me souviens de lui comme d'un professeur brillant mais distant, froid. Commenta-t-il une fois, sans savoir mon lien avec l'homme qu'il décrivait, le genre de médecin qui sait tout sur les maladies, rien sur les patients. Je gardais cette coïncidence pour moi pendant des mois, incapable de révéler la vérité, jusqu'à ce que, lors d'une session de formation particulièrement intense sur l'abus de substances chez les enfants, je sentis que c'était le bon moment. Les connaissances médicales peuvent guérir ou détruire, dis-je au groupe de résidents qui nous écoutaient. Je le sais de première main. Le médecin que vous admiriez, docteur Maurice, était mon père. Il utilisait ses connaissances pour me droguer, contrôler ma mère, transformer notre maison en prison. Le silence qui suivit fut électrique. Le docteur Maurice pâlit, d'autres médecins échangèrent des regards confus, mais ensuite quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des résidents, un jeune homme qui semblait à peine sorti de l'adolescence, se leva, les yeux pleins de larmes. Quand j'avais ton nom, mon oncle, qui était aussi médecin, donnait des vitamines à moi, à ma cousine, quand nous restions chez lui.
Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que ces injections étaient vraiment, pourquoi nous ne nous souvenions de rien après. C'était comme si une digue s'était rompue. D'autres médecins commencèrent à partager des histoires, pas seulement de patients qu'ils avaient soignés, mais de leurs propres enfances, d'abus vécus ou observés, de silence maintenu pendant des générations. C'est pourquoi j'ai choisi la pédiatrie, qu'on fait ça une femme médecin plus âgée, pour être le genre de médecin dont j'avais besoin enfant, que je n'ai jamais trouvé. Ce moment de vulnérabilité collective, de vérité, enfin dite à haute voix, renforça notre partenariat d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Les médecins cessèrent d'être juste des alliés professionnels, devinrent des compagnons dans la cause, chacun apportant ses propres motivations personnelles, ses propres cicatrices transformées en engagement. En 1985, avec de nouveaux vents soufflant dans la société française, notre programme gagna un nom officiel qui reflétait mieux son objectif: Havre Sûr, protection intégrale pour les enfants et adolescents. Nous n'étions plus juste un projet pilote expérimental, mais une politique publique consolidée avec sa propre méthodologie, des résultats mesurables, est surtout une reconnaissance de la société. Maman, maintenant âgée de 60 ans, suivait ma trajectoire avec un mélange de fierté, d'étonnement. Son petit atelier avait grandi maintenant. Il comptait 3 couturières en plus d'elle, spécialisées dans les robes de soirée, qui auraient pensé, comment est-elle parfois, que cette femme droguée, sans volonté propre, viendrait à avoir sa propre entreprise, à voir sa fille changer la vie de tant de gens. C'est son idée qui ouvrit un nouveau chapitre dans notre travail. Pourquoi ne pas faire quelque chose pour les mères aussi démandatées? Pas seulement pour celles qui souffrent de violence maintenant, mais pour celles qui, comme moi, ont réussi à s'échapper, essaient de reconstruire leur vie. Cette simple question donna naissance au projet Nouveau Départ, un programme de soutien pour les femmes ayant quitté des relations abusives. Nous offrions tout, des conseils juridiques aux cours professionnels, des groupes de soutien psychologique, une aide à la recherche de logements sûrs. Maman devint l'une des bénévoles les plus actives, enseignant la couture de base aux femmes qui, comme elle autrefois, avaient besoin de trouver un moyen de subvenir à leurs besoins après avoir laissé derrière elles tout ce qu'elles connaissaient. Quand je tiens leurs mains tremblantes pour leur apprendre les premiers points, me dit-elle une fois, je me souviens de mes propres mains, comment elles tremblaient pendant des années. Après que nous ayons quitté Source Vive, la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, comme apprendre à coudre, point par point, jour après jour. En 1986, notre famille connut une autre transformation. Cécile, à 16 ans, annonça qu'elle voulait étudier la médecine. Pendant un instant, je sentis un frisson me parcourir. L'ombre de mon père, que je croyais avoir enfin exorcisé, revint me hanter brièvement. Es-tu sûre, ma chérie? Demandai-je, essayant de cacher mon malaise. La médecine est un chemin difficile. Ses yeux brillaient d'une manière qui me rappelait mes propres yeux tant d'années auparavant,
quand je rêvais du même avenir avant que mon père ne détruise ce rêve, je le suis. Maman, je veux être pédiatre, je veux continuer le travail que tu as commencé, mais à ma manière, je veux être pour d'autres enfants le médecin que toi, grand-mère, n'avais jamais eu à ce moment. Je compris que le cercle se refermait. Le rêve qui m'avait été volé renaissait maintenant à travers ma fille, pas comme une répétition du passé, mais comme sa rédemption. Charles, toujours sensible au courant invisible qui nous animait, perçut mon émotion, mit un bras autour de mes épaules. La différence, dit-il doucement, c'est qu'elle nous a tous les deux pour la soutenir, la protéger, célébrer chaque étape de son parcours. Elle n'est pas seule, comme tu l'étais. Il avait raison. Cécile portait non seulement mes gènes, mon nom, mes rêves réaffectés. Elle portait aussi l'amour inconditionnel que je n'avais jamais reçu de mon père. La liberté que j'avais si durement conquise, la sécurité de savoir que sa valeur ne dépendait pas de son obéissance ou de sa soumission. Les années suivantes apportèrent expansion, reconnaissance à notre travail. Havre-Sûr s'étendit à d'autres régions. Le projet Nouveau Départ devint un modèle étudié internationalement. Je reçus des invitations pour parler dans des conférences, contribuer à des publications, participer à des commissions discutant des politiques publiques pour les femmes, les enfants. En 1990, j'étais à Lyon en tant que membre d'un groupe d'activistes qui luttait pour inclure dans la législation des garanties spécifiques pour la protection des enfants, des adolescents. L'émotion de voir nos efforts transformés en loi, de savoir qu'il existait maintenant une base légale solide pour le travail que nous faisions, est indescriptible. Quand je pris officiellement ma retraite en 1997, à 51 ans, ce n'était pas pour me reposer, mais pour me consacrer pleinement à la Fondation Nouveau Chemin, une ONG que nous fondâmes pour continuer le travail commencé tant d'années auparavant, le siège de la Fondation, une maison spacieuse à Saint-Denis, adaptée à nos besoins, devint un havre sûr pour des centaines de femmes, d'enfants chaque année. Là, nous offrions tout, de l'hébergement temporaire à l'assistance juridique, un soutien psychologique, des cours professionnels, un suivi éducatif pour les petits. Cécile, maintenant diplômée en médecine, en résidence en pédiatrie, venez le samedi offrir des soins gratuits. Charles, retraité de l'enseignement, coordonnait un projet de renforcement scolaire pour les enfants hébergés. Maman, malgré son âge avancé, donnait encore des cours de couture 2 fois par semaine. Nous étions une famille, pas seulement de sang, mais de but, unis non seulement par notre passé commun, mais par l'engagement envers un avenir différent pour d'autres familles. En 2000, un événement inattendu, Ramnal passait à ma porte, une lettre arriva à la fondation envoyée de sources vives. L'expéditrice, Madame Sarah Olivans, l'ancienne gouvernante de notre maison, le témoin silencieux de nos souffrances. Avec des mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre brève, écrite
en lettres incertaines, une coupure de journal jauni, usée par le temps. Madame Dorothée, disait la lettre, je vous ai vu à la télévision l'autre jour, parlant de votre travail avec les enfants. Je pouvais à peine y croire. La petite fille effrayée que je connaissais est maintenant cette femme forte, aidante. Tante Jens, je voulais écrire pour vous dire que je ne me suis jamais pardonné de ne rien avoir fait à l'époque. La peur m'a paralysée. Mais c'est pas une excuse aujourd'hui. Je suis une vieille femme avec plus de regrets que d'années de vie. Mais voir ce que vous êtes devenu me donne un peu de réconfort. Peut être que Dieu a un plan plus grand que nous pouvons comprendre. La coupure du journal était une nécrologie. Bernice Dupont, veuve du docteur Gérard Dupont, est décédée hier à sa résidence, laissant 2 enfants, 4 petits-enfants. Mon cœur s'arrêta un instant. Bernice, pour autant que je sache, mes parents n'avaient pas eu d'autres enfants que moi. Que cela signifiait-il J'appelai l'expéditrice ce même jour. Madame Sarah, maintenant une dame de 85 ans, me raconta, entre sanglots qu'après notre évasion, mon père s'était remarié, avec une infirmière beaucoup plus jeune nommée Bernice. Ils avaient eu 2 enfants. C'est l'Oneye. Il continua à utiliser ces méthodes de contrôle avec la nouvelle famille. On dit qu'elle a essayé de s'échapper une fois, comme ta mère. Raconta, Madame Sarah. Mais il l'a retrouvée, ramenée. Elle n'a plus jamais essayé après ça. Elle vivait comme un fantôme dans la maison. Toujours droguée, toujours obéissante. La nouvelle me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant que je construisais une nouvelle vie, pendant que je luttais pour protéger d'autres femmes, d'autres enfants, mon père avait simplement remplacé ses victimes précédentes par de nouvelles. Le monstre continuait d'agir juste sur une autre scène. Les enfants d'émandage craignant la réponse. Comment vont les enfants? Le garçon s'est suicidé à 20 ans, répondit-elle, la voix étouffée. La fille vit à Paris. D'après ce que j'entends, elle n'est jamais revenue à Source-Vive après la mort de son père. Cette conversation me hanta pendant des semaines. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Et si nous avions dénoncé mon père publiquement, au lieu d'accepter l'accord silencieux qui nous permit de recommencer loin, et si nous avions exposé ces crimes au monde, au lieu de simplement fuir, combien d'autres Marguerite, combien d'autres Dorothée auraient pu être sauvées? Charles, percevant mon tourment, me rappela doucement, vous étiez 2 femmes seules, sans ressources, sans soutien, à une époque où la parole d'un médecin valait plus que n'importe quelle preuve. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous aviez. Regarde tout ce que tu as construit depuis toutes les vies que tu as sauvées. Il avait raison. Mais cela n'effaçait pas complètement la douleur. Je décidai que je devais faire quelque chose, chercher une forme de rédemption, fermer ce cercle que le destin avait rouvert avec l'aide de contacts dans le domaine social. Je réussis à localiser ma sœur que je n'avais jamais rencontrée, Marina Dupont, 38 ans, enseignante d'histoire dans une école publique du sud de Paris, à seulement quelques kilomètres de l'endroit où je vivais, sans que nous ayons jamais su l'existence l'une de l'autre. La rencontre
dans un café neutre, fut chargée d'émotions d'inconfort. Elle avait les mêmes yeux que mon père, le même menton, la même posture rigide, contrôlée, que je reconnaissais de mon propre passé. Pourquoi voulais-tu me rencontrer? Démandaté, à l'endroit, au but, sans préambule. Qu'espères-tu gagner de ceci? Il n'y avait pas de réponse simple. Je voulais m'excuser de ne pas avoir empêché sa souffrance. Je voulais confirmer que le monstre de mon enfance était resté un monstre jusqu'à la fin. Je voulais offrir de l'aide, de la solidarité, un lien tardif de sororité. Peut être, pour confirmer que je ne suis pas seule, répondis-je, enfin, que ce que nous avons vécu n'était pas une imagination, pas une exagération, qu'il était vraiment ce que nous savons, qu'il était quelque chose dans mes mots semble à briser une barrière en elle. Ses yeux se remplirent de larmes contenues, ses doigts se resserrèrent autour de la tasse avec force. Il disait que ma mère était mentalement malade, qu'elle avait besoin des injections pour rester calme, dit-elle à voix basse. Il disait que c'était pour son bien, pour notre bien. Je l'ai cru pendant des années, tout le monde l'a cru. Nous parlâmes pendant des heures, partageant des histoires si similaires qu'elles auraient pu être vécues par la même personne à des époques différentes. La même prison, le même geôlier, les mêmes méthodes de contrôle, la même impuissance, la même peur, la même honte. Quand nous nous dîmes au revoir, il faisait déjà nuit. Nous échangeâmes nos numéros de téléphone, promîmes de nous revoir, mais nous savions toutes deux que le lien que nous partagions était trop complexe pour être appelé famille, trop lourd pour être appelé amitié. Le travail que tu fais, dit-elle, en guise d'adieu, est important. Il compense ce que tu n'as pas pu faire avant ces mots, plus que tout, apportèrent un peu de paix au tumulte qui me consumait. Nous ne pouvons pas changer le passé, nous ne pouvons pas sauver ceux qui sont déjà partis, mais nous pouvons transformer notre douleur en but, nos cicatrices en cartes qui aident les autres à trouver le chemin de la liberté. Et c'est ce que je continue à faire à ce jour, à 78 ans, avec des cheveux blancs, des pas plus lents, mais avec la même détermination qui m'a animée depuis cette nuit de 1960. Et quand une fille de 15 ans décida qu'elle ne serait plus une victime, mais l'architecte de son propre destin, alors, mes chers spectateurs qui avez regardé jusqu'ici, c'est mon histoire, une histoire de douleur, oui, mais surtout de dépassement, de transformation, d'espoir. Si vous traversez quelque chose de similaire ou connaissez quelqu'un qui le traverse, sachez qu'il y a une issue, il y a de l'aide. Il y a une vie au-delà de la peur, de la douleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un cœur, de partage, de vous abonner à la chaîne, car aucune histoire d'abus ne devrait se terminer dans le silence. La solitude, chaque histoire, aussi douloureuse soit-elle, mérite la chance d'un nouveau chapitre, d'un nouveau départ, d'une fin différente de celle qui semblait inévitable. À la prochaine vidéo.